Merci Anne. Bienvenue Nathanaël, nous sommes ravis. Vous présenter rapidement, ça a été un challenge, que vous avez une activité très riche et extrêmement intéressante. Donc, vous êtes professeur à l'Université catholique de l'Ouest et doyen de la faculté d'éducation. Vous êtes HDR en sciences d'éducation et philosophie, docteur en sciences d'éducation de Paris 13 et en philosophie de l'Université de Berlin, co-tutelle, et docteur en sciences politiques de Rennes 1, de l'Université Rennes 1 et en sciences de l'environnement de l'Université de Lausanne. La liste de vos activités de recherche et éditoriale est trop fournie pour être citée exhaustivement, donc nous allons envoyer une liste avec la présentation, comme l'a dit Anne-Marie, mais vous vous intéressez dès le départ à l'éducation comparée, aux politiques éducatives, à la place du politique dans l'éducation, mais aussi à la formation et à l'éducation citoyenne, à l'anthropologie et l'anthropologie prospective. On va citer néanmoins vos activités au sein de l'ESSIC, éducation à la citoyenneté face aux inégalités sociales et culturelles, et l'IRFE, le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les questions vives en formation et en éducation. Vous êtes de plus directeur de plusieurs collections, dans Anthropocène, Critique éducative, aux éditions Le Bordelot, et Anthropocène, Humanities and Social Sciences, chez Springer Nature. Vous faites également partie de plusieurs comités de direction dans la revue Interface Chemin de formation et membre de plusieurs conseils scientifiques et du conseil d'administration de la revue des savoirs. Bien que l'Anthropocène soit une rencontre fortuite, cela est aujourd'hui au cœur de vos travaux. Vous venez ainsi enrichir notre réflexion autour du projet facultaire porté par le doyen Monsieur Augustin Mutual, à savoir penser une communauté éducative inclusive où la place et le rôle de chacun sont questionnés pour faire converger l'individuel et le collectif vers un nous, ce nous porteur d'espérance, ce nous incluant le monde dans lequel nous vivons, dans toutes ses dimensions. Nous avons aujourd'hui un public assez varié, donc nous avons des éducateurs, des enseignants, des chercheurs, des doctorants, des formateurs, voire des parents, et il nous intéresserait vraiment de savoir ce que l'Anthropocène a changé pour vous en tant qu'éducateur, comment orienter notre action en tant qu'éducateur aussi, afin d'éduquer en Anthropocène. Qu'est-ce que l'Anthropocène? Qu'est-ce que finalement éduquer en Anthropocène? À vous la parole. Bon, bonjour. Vraiment un grand, grand, grand merci à Anne-Marie, Nadjet, un grand merci à Anne aussi, et puis à Augustin Mutual pour cette invitation, et puis à François Mogg aussi, voilà, avec qui j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à échanger, à travailler, etc. Bon, alors, euh, donc, on a à peu près 1 heure et demie ensemble là, pour parler, en fait, on va pas se mentir, pour parler du truc le plus glauque qui existe sur Terre. Voilà, c'est à peu près ça voilà, ouais. C'est à peu près à ça qu'on va passer notre 1h30. On va voir la liste des participants diminuer petit à petit. En tout cas, moi, ce que je peux dire à titre personnel, ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'activités là ces derniers temps, c'est que j'ai été comme marqué en fait au fer rouge par l'ampleur de la gravité de ce qui est sous nos yeux et que parfois on a du mal à appréhender, à saisir, à tenir, à comprendre, etc. Et moi, ça m'a déglingué le cerveau, quoi. C'est aussi simple que ça, de prendre la mesure de la gravité de ce qui est du drame qui est là, devant nous. Et puis après, pour essayer de tout faire pour penser ce qui se passe. Pour une seule chose, en fait, j'ai envie de dire, j'ai un seul objectif, mais objectif qui est pour le mien, c'est un objectif communément partagé, c'est comment on peut faire pour contenir l'emballement du système Terre. L'emballement du système Terre est problématique et meurtrier, mais ça, on va prendre tranquillement le temps de rentrer dedans pour le comprendre, pour le ressentir aussi. Et il y a quelque chose qui est à contenir. Donc, des choix dans nos sociétés qui sont à faire pour contenir l'emballement du système Terre. Il ne s'agit pas de faire des trucs pour la nature, l'environnement. Honnêtement, je n'ai rien à carrer de ce genre de trucs. Enfin, je veux dire, si ça fait du bien aux uns et aux autres, tant mieux, tant pis. Enfin, là n'est pas la question. La question, c'est si je dis ça, c'est pour qu'il ne s'agisse pas de faire des bonnes actions vertueuses ou je sais pas trop quoi. Mais c'est que souvent, on se laisse complètement enfumer, en fait, en disant, bon, on a fait des trucs pour la nature, pour l'environnement, pour je sais pas quoi, pour le développement durable, pour le truc. Et puis, en fait,
Parfois, en fait, on diminue en pourcentage l'empreinte environnementale sur une chaîne de production, mais on augmente en volumique. Donc concrètement, on continue d'altérer davantage le système Terre, là où il y a une seule chose qui importe, c'est contenir l'emballement, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui soit efficient. Bon, bref. Alors, moi, je veux bien commencer en fait par vous dire un truc qui m'a marqué. Enfin, je pense qu'il s'est passé quelque chose de l'ordre d'un avant et d'un après ces dernières années. Si on remonte 5 6 ans en arrière, là, fin août 2018. Et un avant et un après dans quelque chose qui va nous concerner directement dans le rapport au savoir. Je mets dans ce nous le nous d'une communauté éducative au sens entendu au sens large, voilà, soit d'éducateurs, de formateurs, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, etc., ou même de parents, bref. Donc on est fin août 2018 et il y a une jeune personne qui, à un moment donné, pige un truc qu'en général les jeunes ne pigent pas. Cette personne, elle est scolarisée et à travers sa scolarisation, elle est socialisée. C'est-à-dire, en fait, elle apprend à être comme les autres et elle est formée psychiquement, voilà, socialement, etc., à travers, pas uniquement, mais à travers sa scolarisation. Et là, elle pige qu'il y a un dénominateur commun à tous les savoirs qui lui sont transmis. Et elle comprend que c'est la continuité, que c'est le prolongement, que si elle bosse bien à l'école, elle aura un avenir, etc., etc. Voilà, vous voyez bien la logique un peu continuiste, j'ai envie de dire, qui organise l'ensemble des savoirs qui sont transmis à l'école, etc. Et j'ai envie de dire, heureusement, c'est cette espèce de ligne qui nous vient du passé, qui passe par aujourd'hui et qui permettent de préparer l'avenir, voilà, pour que demain puisse advenir, quoi. Et puis, il se trouve qu'en fait, cette jeune personne, elle lisait dans le texte, donc en anglais, des articles biogéophysiques. Alors, il y en a encore moins, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup qui pigeaient le dénominateur commun dans le rapport au savoir. Il y en a moins encore qui lisent en anglais, quand ce n'est pas leur langue maternelle, des articles biogéophysiques. Bon, il se trouve qu'elle était plongée dans cette littérature, et à un moment donné, elle pige un truc. Elle pige que le paradigme, le dénominateur commun de la production scientifique contemporaine, c'est la rupture. Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Les franchissements de seuil sont possiblement devant nous sans qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Et donc ça, c'est le paradigme qui organise la production scientifique contemporaine, notamment dans le bioclimatique, c'est-à-dire autour du climat et de la biodiversité. Donc, vous voyez bien, on a le point commun, c'est le rapport au savoir. Le rapport au savoir scolaire dit continuité, le rapport au savoir scientifique dit rupture. En fait, n'importe qui sur un truc comme ça passe à la suite, en fait, se dit, tiens, bon, bref, bof, et puis voilà. Chacun de nous, à la fin de cette conférence, on va switcher, on va se mettre en mode préparation de repas, puis en mode, je sais pas quoi, ou gestion des enfants, ou en mode, enfin bref, voilà, on va switcher, puis on va faire autre chose, et puis voilà, puis moi aussi, je vais switcher. Enfin, bref. Elle, cette personne, elle switche pas, elle bug. Elle reste là-dessus, en fait. Elle reste bloquée, quoi, qui est bloquée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, bah, c'est pas possible, je fais la grève, je fais la grève de l'école. C'est-à-dire, elle accorde un primat, en fait, dans le rapport au savoir, à la production scientifique par rapport à ce qui est transmis à l'école. Elle prend un bout de carton et elle écrit, je fais la grève de l'école, et elle va non pas mettre sa pancarte de gréviste devant l'école pour dire aux enseignants que c'est pas bien ce qui se passe, etc. C'est-à-dire, en fait, elle incrimine pas l'école, mais elle va mettre sa pancarte de gréviste sur les marches du Parlement suédois. C'est-à-dire, en fait, elle pige un autre truc encore que les jeunes souvent pigent pas, quoi. C'est que l'école, c'est politique. Voilà. Et que ce sont des décisions politiques qui sont organisatrices de la vie scolaire et puis des programmes scolaires. Et elle va cibler une fonction dans l'ensemble de la pluralité qui constitue la vie politique, c'est la fonction démocratique avec la chambre des députés. Voilà. Et parce que le 9 septembre 2018, il y avait l'élection des députés. Donc je ne vous ai pas dit encore qui c'était ni où on est en Suède. Et la jeune en question, c'est Greta Thunberg. Voilà.
Et puis après, le 9 septembre, elle reprend l'école, mais le vendredi, elle fait sa grève de l'école, etc. Et puis, donc, petit à petit, les journalistes lui posent des questions, puis il lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais là, ma petite, quoi. Enfin, en gros, ta place, c'est à l'école. Et puis, ils se rendent compte qu'en fait, elle est capable de rendre compte de son geste, qu'elle en a sous la semelle, et puis qu'elle a une vraie intelligibilité, en fait, de cette articulation entre ces trois pôles qu'on voit apparaître. Un pôle scientifique, de la production de savoirs scientifiques, ce qu'elle appelle la science, ce qu'on va appeler plus modestement les savoirs scientifiques, pour signifier aussi toute la pluralité, les controverses, etc., inhérentes au savoir scientifique. L'école, l'éducation, voilà, ce pôle-là, déterminant en fait pour sédimenter des changements durables du long terme, on va dire, voilà, et puis le pôle politique. Et puis ensuite, bon, bah, on connaît la suite, hein, c'est-à-dire elle a eu une tribune à l'ONU en décembre 2018. On a vu à cette occasion qu'elle savait très bien faire des bras d'honneur à Donald Trump. Et puis j'ai envie de dire, c'est plus ensuite sur le mode du bras d'honneur en fait qu'on a connu en fait cette personne. Voilà. Alors, cette petite entrée en matière, j'ai envie de dire narrative, elle avait pour fonction voilà, de positionner ces trois pôles, hein, savoir scientifique, éducation, politique. Et puis, elle a aussi pour fonction, pour moi, de proposer un plan, en fait, pour enfin, donc déjà, on voit les trois pôles pour problématiser notre affaire. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, à partir de là, moi, je vous propose un plan, en fait, pour ce soir. Dans une première partie, ce que je vais faire, je vais présenter un état des lieux des savoirs en 2024 sur le fonctionnement du système Terre. En gros, voilà, on en est où, quoi, voilà. Et là, ce que je vais présenter, ce sont les savoirs et ce que nous savons. C'est pas ce que je sais, c'est ce que nous savons, le nous étant les différentes communautés scientifiques. Sur ce point-là, j'ai envie de dire, désolé, c'est un poil cash, mais sur ce point-là, s'il y a quelqu'un qui est climatologue dans l'Assemblée, il aura le droit à la parole et il pourra débattre, et les autres, en fait, n'auront pas droit à la parole. Bon, c'est un peu cash, désolé, mais c'est pour dire quelque chose, hein, je veux dire quelque chose derrière ça, c'est que sur le consensus pluridisciplinaire et international sur le dérèglement bioclimatique, formalisé dont les États, enfin les États ont missionné à un moment donné une institution pour formaliser ça, c'est le GIEC. Euh, voilà, il y a un travail considérable qui a eu lieu voilà, depuis 40 ans à peu près, enfin un peu 35 ans. Euh, et là-dessus, j'ai envie de dire, il y a un ensemble de débats, de controverses proprement scientifiques. Voilà, propre aux différentes communautés scientifiques. Et pour rentrer dans ce débat-là, bah, de fait, il faut faire partie de ces communautés scientifiques. Et puis, dans une deuxième partie, moi, je vais vous dire ni plus ni moins ce que je pense. Ah, alors là, c'est très très différent. C'est pas ce que nous savons, c'est ce que moi je pense. Donc en fait, vous voyez bien, ça n'a pas du tout la même valeur. C'est-à-dire, je vais vous dire ce que je pense, bah, simplement pour vous dire, bah voilà, j'ai une casquette de citoyen, j'ai le droit de vote, je vais vous dire ce que je pense, pour appeler en face la pensée de chacun. Et là, par contre, on va débattre comme citoyen dans un débat contradictoire, avec tout un tas bah là, on ne va pas être d'accord, et c'est très très bien, et on va, au sein du désaccord entre nous, bah, on va chercher un chemin, j'ai envie de dire, où on va essayer d'écouter l'autre, la vision du monde, etc. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que toutes les visions du monde ont droit de citer autour de la table à partir du moment où on peut se mettre d'accord sur les faits. Et pour se mettre d'accord sur les faits, il faut passer par la médiation des savoirs scientifiques. Donc, premier temps, savoir. Deuxième temps, penser. Et puis, il y a quand même un troisième pôle, j'ai envie de dire qu'il faut nommer, ça ne vaut pas être une partie en tant que telle, mais ça vaut le coup de le nommer, bah, c'est le pôle des croyances. Comme humain, on a besoin d'espoir, d'espérance, d'utopies qui soient mobilisatrices, au risque que parfois elles soient un peu leurantes, nos utopies, mais elles nous mobilisent. Et puis voilà, ça va être du registre de ce qu'on croit, en fait. Et souvent, moi, je vais vous dire, bah là, moi, je crois que. Ah oui, mais que je crois que c'est pas je sais, hein. Croire et savoir, ça n'a rien à voir. C'est pas non plus je pense, c'est bon, voilà, c'est ce que je crois, mais ce que je crois, ça a pas, enfin, ça a de la valeur pour moi, en tout cas, beaucoup dans ma vie. Mais objectivement, c'est pas ça qui a de la valeur, j'ai envie de dire. Et alors, savoir, penser, croyance. Et si je dis ça, et de façon un poil cash et caricaturale, en disant il y en a un, il n'y a pas de débat, l'autre, il y a débat, et puis l'autre, c'est quelque chose qui est un peu propre aux uns et aux autres, c'est surtout pour dire ne confondons pas la croyance et les savoirs. Croire et savoir, ça n'a rien à voir. Et si je dis ça, c'est parce que en ce moment, il y a une telle
montée en puissance du climato-scepticisme, où on croit paradoxalement qu'il s'est un peu dissipé, etc., mais on le voit ressurgir, et on le voit aussi tellement ressurgir à travers, de façon indirecte, en fait, à travers le déploiement de politiques publiques qui ne s'appuient pas sur les faits médiés par les savoirs scientifiques, donc qui, en d'autres termes, sont de la communication politique sans être à la hauteur des enjeux biogéophysiques. Et du coup, ça donne à croire que des pansements sont à la hauteur du cancer que nous avons. Et par voie de conséquence indirecte, d'une certaine façon, bah, ça alimente un doute finalement sur le cancer que nous pourrions avoir. Voilà, j'utilise des métaphores, mais vous voyez le. Et puis en plus, il y a d'autres éléments en ce moment, les dérégulations sur les réseaux, etc., notamment Twitter, tout ça qui font que, hop, il y a une remontée en puissance d'un climato-scepticisme qui est vraiment problématique. Voilà, parce que si on ne peut pas se mettre d'accord sur les faits, bah, c'est sûr qu'on n'agira pas à la hauteur des enjeux. Moi, je vais regarder juste mon timing pour pas partir non plus trop en version longue. Parce que voilà, ça c'était l'intro en fait. Maintenant, je vais faire un petit, voilà, petit état des lieux du savoir. Je vais vous partager mon écran. En fait, j'ai préparé un petit PowerPoint juste pendant cette première partie, pas pendant la deuxième. La première va être un tout petit peu plus longue que la deuxième. La deuxième va être plus brève. Euh, le PowerPoint, il casse pas trois pattes à un canard, hein. Il est simplement là. Il n'est pas là pour que vous lisiez toutes les petites lignes, machin et tout. Il est là pour moi, en fait. Je l'ai fait pour moi. C'est pour vous dire, parce qu'en fait, il y a certains éléments, vous allez voir, c'est un peu glauque, c'est un peu cash et c'est un peu énorme parfois. Et c'est pour vous dire, mais en fait, je ne suis pas l'auteur de ce que je dis, je suis simplement le messager. Vous pouvez, si vous, je vous demande surtout pas de me croire, si vous avez un doute, mais d'aller voir directement dans le texte les articles scientifiques en question, et donc en fait je mets les références des articles scientifiques. Et ce que je vous dis, je m'appuie uniquement sur la littérature qui a vraiment du sens pour moi, qui est la littérature des articles scientifiques publiés dans les revues académiques, la communauté de lecture, etc. Bon, voilà. Donc, hop. Alors, on commence, voilà, on commence, on fait un petit retour en arrière. Je reviens simplement 15 ans en arrière. J'aurais pu revenir en arrière, j'aurais pu revenir 150 ans en arrière, hein, parce qu'il y avait déjà dès le milieu du 19e des scientifiques brillants, enfin, ou des scientifiques ou des intellectuels brillants et visionnaires qui avaient une conscience à travers ce qui se passait dans l'industrialisation et puis dans la révolution industrielle qui était galopante, une conscience que ça détruisait les conditions bioclimatique d'existence, donc au niveau global, au niveau systémique, on va dire. C'est plutôt de l'ordre d'une intuition, mais qu'ils l'ont formalisé de façon particulièrement intéressante. Bon, bref. Là, je remonte simplement quelques temps en arrière aussi pour montrer une espèce d'intensification de la production scientifique et du savoir sur la façon dont voilà, on détruit les conditions qui permettent la vie humaine en société. Oui, régulièrement, je vais parler de la vie humaine en société, c'est-à-dire, bien sûr, le risque n'est pas, parce que du coup c'est de risque dont on va parler, le risque c'est la fragilisation de la vie humaine en société. Un humain à poil, il arrivera toujours à vivre quelque part comme un survivaliste ou je sais pas trop quoi. Le problème c'est la fragilisation de l'ensemble de l'édifice civilisationnel et sociétal, ce qui fait qu'on est en train enfin, moi, je suis en train de causer tranquille, mimile, et puis vous d'écouter, mais bientôt, on va échanger ensemble. C'est qu'on a mangé quelque chose à midi. Et donc, du coup, si on a mangé quelque chose à midi, ça veut dire qu'on a une maîtrise des écosystèmes, on a une capacité à dégager des excédents agricoles à partir de ces écosystèmes, puis après, on les deal, quoi, hein, on fait du commerce, et puis on a inventé tout un tas de trucs, on a inventé l'eau chaude, la roue, enfin bref, puis on a inventé le sandwich, puis on a vendu le sandwich, et puis on a mangé un sandwich à midi, et c'est ce qui fait qu'on peut parler aujourd'hui. Bref, voilà. Alors, on est en 2009. En 2009, on a un type suédois, un environnementaliste, Rockström, qui publie un édito. C'est pas une revue, c'est pas un article expertisé par les pairs, c'est un édito, mais dans la revue Nature, donc dans la meilleure revue, on va dire, avec Science. Euh, et en fait, cet environnementaliste, il fait quelque chose de particulièrement intéressant, j'ai envie de dire, que les chercheurs globalement font peu. Il se dit, enfin, ou ils se disent, ils sont toute une équipe. euh,
le système Terre fonctionne de façon, c'est un système complexe. Et donc, étant complexe, on a du mal à saisir et à comprendre son fonctionnement. Donc, on va réduire la complexité du système Terre comme étant la résultante de 9 processus écologiques. Donc les 9 processus, c'est le climat, la biodiversité, l'acidification des océans, l'anthropisation des sols, la façon dont on va marquer de notre empreinte les sols, le cycle de l'eau, les pollutions chimiques, l'ozone atmosphérique, stratosphérique, pardon, donc c'est le trou dans la couche d'ozone, les aérosols atmosphériques, voilà, etc. Les flux biogéophysiques, notamment de l'azote et du phosphore, on pourrait dire, oh, on s'en fout un peu, mais en même temps, c'est des éléments qui sont indispensables à la vie, à la puissance de la vie, etc. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, bon, ben voilà, ces 9 processus, si on les force trop par nos activités humaines, nos activités anthropiques, ça court le risque à un moment donné qu'on franchisse un seuil. Et si on franchit ce seuil, ben, on passe dans un autre état, en fait. Voilà, les choses répondent autrement à nos sollicitations, et le autrement étant moins favorable à la vie humaine en société. Et puis, ces 9 processus, ils sont liés les uns aux autres. Et donc, en fait, ils disent, mais il faut pour préserver la vie humaine en société, il faut qu'on soit capable d'identifier une limite à distance de sécurité de ces seuils pour que, à un moment donné, si on identifie qu'on est sur la limite ou qu'on transgresse la limite, bah, qu'on puisse revenir en arrière, nos sociétés, pour revenir dans un espace d'action sécurisé. Donc voilà, c'est une modélisation. Il publie en 2009 un autre article, par contre, qui a été vraiment expertisé en double aveugle, etc., mais dans une autre revue, moins prestigieuse, sur les articulations sciences-société. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'articles. C'est un modèle vraiment extrêmement dynamique, organique, qui évolue, etc., avec une réactualisation en 2015 et puis différentes réactualisations ensuite. Et ce qui est intéressant dans leur façon de procéder, c'est que ce sont des chercheurs qui, à la fois, donc ils sont bons, ils sont balèzes, hein, ils sont assez brillants, on va pas se mentir, hein, ils vont chercher les meilleurs, hein, ils les mettent ensemble. Voilà. Euh, à la fois, ils produisent des savoirs, donc ça, c'est le boulot des chercheurs, hein, et les chercheurs, en général, ils produisent des savoirs juste pour les chercheurs de leur communauté, c'est ultra spécialisé. Là, ils vont produire des savoirs pour les différentes communautés scientifiques. Et en même temps, ils produisent des récits qui vont accompagner la réception des savoirs. C'est-à-dire, en fait, ils font de la science et de la com en même temps, dans le même mouvement, dans le même geste. Donc, vous voyez, c'est à la fois intéressant, mais c'est délicat. Enfin, voilà, il faut. Donc, c'est une épistémologie particulière. C'est une façon de produire des savoirs scientifiques particulières. Il faut le savoir, il faut l'identifier, il faut prendre toute la puissance de cette modélisation théorique, et puis en même temps il faut arriver voilà, à la prendre avec une forme de distance, mais et en même temps avec la reconnaissance, en tout à titre personnel, avec la reconnaissance qui font quelque chose que les chercheurs habituellement, en général, les chercheurs, c'est les grosses quiches en com. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont dans leur trip, machin, etc. C'est un drame que, je sais pas quoi, les barrières de corail perdent de leur couleur et puis disparaissent. Et ils te présentent ça, les chercheurs, comme si c'était un drame, machin et tout. Mais en face, n'importe qui se dit, oh, bah, dis donc, ils sont bien sensibles, ces petits chercheurs. Dans leur petit cœur, il se passe beaucoup de choses. Bah, honnêtement, on va pas en faire tout un foin s'il y a deux, trois barrières qui disparaissent. Eh oui, parce qu'en fait, ils ont conscience de la façon dont c'est un analyseur de changements brusques et irréversibles au sein de l'ensemble des écosystèmes des océans, qui ont une fonction dans l'ensemble du système Terre. Voilà. Mais ça, souvent, enfin, en tout cas, il y a pas forcément les bonnes images pour communiquer au grand public là-dessus. Nathanaël, je vous interroge Et juste un instant parce que si vous mettiez en plein écran, c'est-à-dire en diaporama, même si on n'est pas censé le lire, on verrait mieux. et là, vous voyez. On voit enfin, votre écran Ah oui, vous voulez dire d'ordinateur. comme ça. Oui, bravo, merci. Je suis pas un grand geek, mais ça, j'ai réussi à faire. Bon, merci à nous. Bon, maintenant, j'avance un petit peu. Voilà, en gros, première affaire. Alors, oui, le truc aussi à identifier, hein, c'est que aujourd'hui, sur ces 9 limites, il y en a 6 qui sont transgressées, hein. Donc, on est dans une zone rouge, 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 rouge. Il y a vraiment big, big, big warning. Voilà. Ce qui est grave, c'est pas d'être sur la limite, c'est d'être sur le seuil. Mais plus on transgresse les limites, plus on se rapproche de seuils dangereux pour la vie humaine.
Ça, vous avez certainement déjà entendu, mais comme les limites planétaires, vous aviez déjà entendu, en 2011, on a Barnowski qui nous dit, est-ce qu'une sixième extinction de masse ne serait pas en train d'advenir? Voilà. Alors, il pose la question. Bon. Euh, et en fait, une extinction de masse, c'est quoi? Depuis 541 millions d'années, ce qu'on appelle la révolution cambrienne, c'est-à-dire en fait le départ des grands embranchements de tous les animaux. Voilà. On a la vie qui est particulièrement résiliente, qui se déploie, qui se multiplie, et puis qui a connu à 5 moments dans son histoire une perte considérable de au moins 75% de la biodiversité sur un espace temporel assez court qui est 2 millions d'années. Donc en 2 millions d'années, perte de 75% de la biodiversité. Et là, Barnowski, il dit, ouf, quand on regarde les courbes d'extinction des espèces, dans 200 à 500 ans, on va avoir généré une perte de 75% de la biodiversité. Et nous, Homo sapiens, on a déboulé il y a 0,35 millions d'années. Donc même pas, vous voyez bien, 6 fois moins de temps qu'il n'en faut pour attester d'une extinction de masse. Et en quelques centaines d'années, on pourrait voir ça advenir. Luciana Gatti, 2014, elle fait un truc, fallait y penser, j'ai envie de dire, puis il fallait l'arsenal méthodologique pour le faire. Elle fait un bilan carbone des forêts du bassin amazonien. En gros, elle regarde, voilà, ces forêts tropicales autour de l'Amazonie, là. Et puis, elle compare l'année 2010 exceptionnellement sèche à l'année 2011 exceptionnellement humide. En fait, lors de l'année exceptionnellement sèche, 2010, il y a eu plus de carbone émis que de carbone capté. Et en 2011, exceptionnellement humide, bilan stable, neutre. Et depuis 2015, il y a un bilan excédentaire. C'est-à-dire les forêts du bassin amazonien émettent du carbone et n'en captent pas. Alors là, on appuie juste sur pause, parce que là, du coup, il y a plusieurs trucs. Premier truc, on a tous déjà entendu, l'Amazonie, poumon de la planète. Là, on est en train de dire, en fait, c'est une cartouche Marlboro, quoi. Enfin bref, vous voyez le bug, quoi. Et puis, deuxième truc, chacun de nous, voilà, si on a synthèse, je veux dire le miracle de la photosynthèse et de cette espèce de vie symbiotique entre la vie animale et la vie végétale. C'est-à-dire la vie animale, on émet du CO2, la vie végétale, ils font les deux, enfin il y a émission de captation de CO2, et en moyenne, il y a davantage de captation de carbone et d'émission de dioxygène. Dioxygène dont on a besoin, nous, les animaux, pour respirer. Donc le truc, c'est génial, enfin, je veux dire, c'est un miracle, enfin, c'est fabuleux. Voilà. Là, c'est une vie, c'est la symbiose, voilà. Et alors là, moi, je suis en train de vous dire, mais en fait, les arbres, ils émettent. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que euh, ça se réchauffe au niveau du climat mondial. Quand ça se réchauffe, ça s'assèche. Et quand ça s'assèche, ça s'assèche, ça s'assèche. Il y a un manque d'eau et il y a des arbres qui décèdent du fait d'un manque d'eau, en fait, voilà, d'un stress hydrique. Premier truc. Deuxième truc, quand il y a un manque d'eau, il y a un départ d'incendie, il y a des départs d'incendie. Donc, en fait, le carbone patiemment stocké dans les arbres, paf, il est rebalancé dans l'atmosphère. Troisième truc, en période de stress hydrique, il y a une photosynthèse qui est moins ample, c'est-à-dire il y a moins de captation de carbone et d'émissions de dioxygène. Puis dernier élément, c'est des politiques offensives de déforestation pour planter à la place des bœufs à McDo, et forcément un bœuf, ça n'a pas le même bilan carbone qu'un arbre. Donc voilà en gros donc point, juste si on revient là-dessus, point important, c'est-à-dire c'est un là, je vais vous dire ce que je pense à partir. Donc, là, je vous disais ce que nous savons, puis je fais une petite parenthèse sur ce que je pense. Euh, Parenthèse éducative. On a notre président Macron en septembre, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il a donné une interview à Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, c'est un YouTuber qui est pas mal suivi par les jeunes. Et à l'occasion de cette interview-là, il a dit que tous les élèves de sixième allaient planter un arbre. Je veux dire, super. En tout cas, ça vaut le coup de planter des arbres. En France, il y a eu tout un tas de papiers dans le monde, là, en mai-juin dernier. Les forêts françaises sont un puits de carbone. Un puits de carbone en voie constante de fragilisation, mais demeure un puits de carbone. Donc, planter des arbres, c'est intéressant. Par contre, il faut en même temps déployer des politiques publiques qui vont garantir que l'arbre va vivre et qui sera toujours là dans 100 ans, dans 150 ans, etc. Et ça, c'est des politiques précises qui permettent de garantir à un moment donné cette dimension-là. Sinon, bah, de fait, il se transforme dans notre pire ennemi, quoi. Voilà, il faut l'avoir à l'esprit.
et pas partir de présupposés, de savoir décontextualiser du dérèglement bioclimatique qui du coup deviennent faux, en fait, voilà, obsolètes parce que décontextualisés. Moi, je fais un petit check de temps en temps sur le timing. Alors, là, on pourrait se dire, bon, quand même, honnêtement, les humains sont des génies, on va s'adapter. Voilà. Et de fait, on voit ça bien, on n'est pas con, enfin, ça dépend un peu comment on regarde, mais bref. Alors, un mot sur la possibilité d'adaptation au dérèglement bioclimatique en regardant un facteur, on pourrait en regarder tout un tas, mais si on regarde, on va regarder un élément. Là, il fait un peu chaud en ce moment. Enfin, ça va. Enfin, il fait très chaud par rapport à les températures hivernales. Mais je veux dire, on n'étouffe pas de chaud les uns et les autres. Si on avait été fin août ou septembre ou je sais pas quoi, on aurait vite vu ce truc que chacun de nous connaît, la corrélation de la chaleur et de l'odeur. C'est-à-dire, en fait, quand il fait chaud, ça transpire de dessous les aisselles et puis ça sent un peu, quoi. Vous voyez le truc. Pourquoi ça sent un peu? Bah, parce qu'en en fait, on est, le corps humain, c'est pas très politique dit comme ça, mais on est une machine thermodynamique, entre guillemets. Et quand il y a un excédent de chaleur, notre corps, il le capte. Et pour demeurer à 36-37 degrés, il fait faire un travail au surcroît d'énergie, de transformation de l'eau en vapeur d'eau, ce qui permet à un moment donné voilà, d'avoir transformé, enfin, d'avoir mobilisé cette énergie, et puis de demeurer à 36-37 degrés. Ça, c'est possible si l'endroit où on est, l'air, n'est pas saturé en vapeur d'eau. Sinon, à pression constante, on ne peut pas aller au-delà de 100% de gaz, voilà, enfin, de vapeur d'eau là, dans un volume d'air. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a des régions, en France, c'est vraiment, enfin, en France métropolitaine, c'est rare, mais il y a des régions en Asie où régulièrement on est confronté à une température, enfin, à un taux d'humidité saturé dans l'air. Et quand la température humide, c'est-à-dire la température avec un volume d'air saturé en vapeur d'eau, excède 31 degrés, on rentre dans une zone de dangerosité pour la vie humaine. Et puis quand on excède 35 degrés, on rentre dans une zone de létalité carrément, c'est-à-dire au-delà de 6 heures, il y a un décès qui survient par hyperthermie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, aujourd'hui, on a 30% de la population humaine mondiale qui est confrontée à 20 jours annuels de chaleur dangereuse, 31 degrés. Ça veut pas dire qu'il y a 30% qui meurent tous les ans, hein, mais ça veut dire que voilà, de temps en temps, il y a des personnes qui décèdent, il y a du cheptel qui décède, etc. Et d'ici 2100, dans une projection de scénario à peu près business as usual, à peu près plus 3 et quelques degrés, on arriverait à 74% de la population humaine mondiale, telle qu'actuellement positionnée à la surface du globe, confrontée à 20 jours annuels de chaleur dangereuse. Ça donne un ordre d'idée, ça nous dit pas, c'est pas de la futurologie, hein, ça nous dit pas tout, machin, je sais pas quoi, mais ça donne un ordre d'idée de l'ampleur des vagues migratoires qui sont devant nous. Ça permet aussi, juste je fais une mini pause là-dessus, ça permet aussi, par exemple, si on regarde, je vous fais, c'est là aussi une mini parenthèse, ce que je pense, j'ai envie de dire, au milieu de cette production de savoir. Tous ces savoirs-là, c'est ce qu'on peut appeler les savoirs de l'Anthropocène, c'est-à-dire ils sont en lien avec un cadre théorique de référence qu'est l'Anthropocène. Bon. Et c'est le cadre théorique de référence qui a été mobilisé par le pape François dans la rédaction de l'encyclique Laudato Si. Le pape François, 2015, il écrit un texte voilà, sur la préservation des conditions bioclimatiques d'existence, la préservation de la maison commune. Et il s'entoure pour ça de certains des chercheurs les plus à la pointe au niveau des travaux au niveau de l'Anthropocène pour l'accompagner scientifiquement enfin, pour participer à l'accompagnement scientifique de l'élaboration de son texte, qui est un texte pastoral, on va dire, un texte politique, entre guillemets, qui trace un horizon, un devenir. Et puis après, il écrit un autre texte. Et donc, du coup, le texte est particulièrement intéressant. Il a été salué voilà, par différents types de personnes comme étant à la hauteur des enjeux. Et puis après, il écrit un autre texte qui est Fratelli Tutti, qui est un texte sur la fraternité. Et en gros, qui dit, mais il y a un truc qu'on ne doit jamais lâcher. C'est l'hospitalité du monde à l'égard du frère, de l'étranger,
Voilà, point barre. Enfin, et c'est quelque chose. Et c'est un manifeste, il vaut vraiment le coup d'être lu, extrêmement. C'est un des textes les plus cash que j'ai jamais lu, de dénonciation de la destructivité criminelle du néolibéralisme. C'est aussi simple que ça, hein, voilà. Et de la façon dont la maximisation des intérêts individuels détruit, à un moment donné, les conditions bioclimatiques d'existence, et puis détruit le plus fragile, le plus vulnérable. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que, après avoir écrit sur la sauvegarde de la maison commune, il écrit un texte extrêmement vif sur la fraternité et l'impératif d'hospitalité, d'une certaine façon. C'est parce que, de fait, il a conscience de la façon dont la fragilisation des conditions bioclimatiques d'existence amène des vagues migratoires et amène cette nécessité, à un moment donné, d'être en lien avec le frère et la figure du frère la plus radicale, j'ai envie de dire, qui est l'étranger, quoi. Voilà. Petite parenthèse. Et puis après, il y a, pour ceux que ça intéresse, hein, là, en octobre dernier, là, je ne sais pas pourquoi, 4 ou 5 octobre, j'ai plus la date exacte. En fait, c'était le jour de la Saint-François, donc lui, il a choisi le nom François, enfin bref. Il écrit un texte, l'Ode à Te Deum, extrêmement bref. Alors là, il tape du poing sur la table, mais alors de toutes ses forces, et il dit non, mais c'est pas possible. Voilà. Et c'est pas possible, comme on est tordu en Église aussi, pour pas comprendre ces éléments absolument fondamentaux. Voilà, il y va fort. Et le texte est enfin, il est bon, il est intéressant. Enfin, il est intéressant et on voit en creux une connaissance absolue des processus biogéophysiques et de l'ensemble des controverses scientifiques. Le conditionnel est mobilisé dès qu'il y a une controverse sous-jacente, etc. Enfin bref, voilà. Bon, parenthèse, on avance parce que c'est bon. Euh, je reviens sur ce que nous savons. 2017. Ceballos, avec ses deux collègues, là, enfin, ces trois grands bonhommes, là, hein, les trois types, là, ils reprennent l'article de Barnowski 2011 sur l'extinction de masse, sixième extinction de masse. Ils regardent les choses un peu autrement. Ils disent, mais si on regardait pas d'abord l'extinction des espèces, mais l'extinction des populations. Une population, c'est un endroit où il y a une espèce. Et donc, une espèce, elle a plein de populations. Nous, les humains, on a plein de populations, on est partout. Voilà. Et ils regardent la disparition des populations. Ils disent, mais en fait, on n'a pas affaire à, dans 200 à 500 ans, peut-être une sixième extinction de masse. On a affaire aujourd'hui, maintenant, à une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant, et puis avec l'analyseur là, qui est les vertébrés. Donc, ils disent quelque chose de... Et ils disent la dimension singulière, inédite du drame qui se... Alors, 2017, Margot Bador, elle prend la vague de chaleur de 2003, qui était la vague caniculaire un peu de référence en Europe occidentale, et elle se dit, bah, avec plus 3 degrés de réchauffement climatique moyen, qu'est-ce que ça donne? En 2003, il y avait déjà plus 1, donc avec 2 degrés de plus, qu'est-ce que ça donne en 2100, enfin. Et en 2003, il avait fait 42 degrés à Strasbourg, Metz et Nancy, dans l'est de la France. Et en fait, bah, on pourrait se dire, bah, tu peux compter mon petit peu, 42 plus 2, ça fait 44. Mais en fait, non, parce qu'on ne peut pas additionner un pic caniculaire avec une moyenne des températures. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, du coup, lors du pic caniculaire, avec plus 2 en moyenne, ça donnerait quoi? Et ben, en fait, là, ce qu'ils nous disent, là, c'est le collectif de chercheurs, ça donnerait 13 degrés de plus. Ça veut dire 55 degrés à Strasbourg, Metz et Nancy. Alors moi, quand je suis tombé sur ce truc, je me suis dit, ouf, il fait combien dans un hammam, un sauna? Et puis tout après, je me suis dit, bon, le record du monde, c'est quoi? Le record du monde, alors on est en train de le péter et tout, mais le temps qu'il soit homologué, il faut un peu de temps, c'est 54,8 degrés dans un désert aux États-Unis. Donc en fait, la France championne du monde, quoi, 2100, quoi, avec 55 degrés. 55 degrés, c'est des températures qu'on court dans le désert. Pourquoi? C'est pas parce qu'il fait chaud dans le désertifie ce type ça désertifie des pans entiers du territoire national qui aujourd'hui sont destinés à la production agricole et qui deviennent de fait impropres à la production agricole, ni plus ni moins. Les arbres ne repartent pas, les céréales ne poussent pas, enfin bref, c'est pas juste une perte de rendement, c'est pas de rendement. Enfin, voilà. Alors, là, on peut juste se dire un tout petit peu, un tout petit truc. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui disent, oh, le type là, il nous parle de 2100 comme s'il y avait été, quoi, comme s'il en revenait, qu'est-ce qu'il en sait, quoi. Voilà, de ce qui va se passer en 2100. Bah ouais, ouais, on a raison de se poser la question.
Alors, et là, on a un moyen, en fait, pour identifier le taux de fiabilité qu'on peut avoir dans les études prospectives. C'est ça la question, en fait. Des études prospectives, c'est fiable ou pas fiable? En fait, on peut faire un truc tout simple, on peut regarder derrière, en fait. Rétrospectivement, est-ce que les études prospectives se sont plantées ou pas? Bah oui, elles sont un peu plantées, c'est-à-dire en fait, elles ont toujours minimisé un peu le truc. C'est-à-dire en fait, depuis qu'on fait des courbes, depuis le rapport du Club de Rome 1972, on fait des courbes prospectives comme ça, on regarde devant. Et en fait, on est à chaque fois dans le dessus, quoi. Dans le dessus, voire le un peu pire que ce qu'on pensait. Alors, il y a différentes raisons épistémologiques aussi là-dedans. Les chercheurs ils peuvent avoir des intuitions de boucles de rétroaction, etc. Puis, une intuition, ça ne s'intègre pas dans un modèle informatique, hein, c'est tout. Les reviewers des articles ils disent, bah non, ça passe pas, quoi. Donc, voilà. Et puis, donc, en fait, il y a des boucles de rétroaction qui ont été sous-estimées, quoi, concrètement. Et puis, globalement, ils sont plutôt terrorisés, enfin, terrorisés, ils sont dans la crainte, enfin, oui, dans la crainte de l'erreur, en fait. Voilà, donc on écrit, on ne dit que ce dont on est absolument sûr. Bon, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, j'accorde un degré de confiance élevé dans les études prospectives. Alors là, on finit là. Et puis après, un petit mot sur ce que je pense, puis après, on échange ensemble. C'est là, c'est le pire de tout. C'est le glauque du glauque. Enfin voilà, on ne peut pas faire pire. Alors, 2018, on a Stephen. Ils font un article avec des collègues. Et notamment, il y a Rockstrom en deuxième auteur, celui qui avait créé cette modélisation sur les limites planétaires. C'est un article qui s'inscrit dans le prolongement de la modélisation des limites planétaires. C'est un espèce de hors-série dans les limites planétaires. Après avoir considérablement complexifié l'analyse des limites planétaires en 2015. Là, ils tapent un gros coup sur la table. Ils disent, oh, putain, vous n'avez pas pigé, on va vous expliquer le truc de façon un peu plus cash et simple. Donc, ils simplifient la modélisation des limites planétaires. Ils disent, mais en fait, dans le fond, il y a un seuil. Donc, il y a une limite à pas franchir, qui est la résultante des articulations des 9 processus écologiques. Ils disent, en gros, le seuil, il est où? On ne sait pas exactement. Ils le disent à peu près comme ça. C'est à peu près vers 2 degrés. Et ils disent si et donc du coup il faut absolument contenir la température en deçà. Et ils disent même en deçà, si ça se trouve, ça déclenche déjà quelque chose d'irréversible. Et ils disent alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce seuil-là? Je vais l'expliciter, on va vite, ça se ressent très très vite. Ça se pige, mais ça se ressent aussi. Alors ils disent à un moment donné, quand ça se réchauffe, ça flambe. On l'a vu un petit peu avec les forêts du bassin amazonien, il y a tous les ensembles forestiers du Grand Nord. Quand ça flambe, le carbone qui a été stocké dans les arbres, il est rebalancé dans l'atmosphère. Donc, il réchauffe. Donc, s'il réchauffe, ça augmente les flambées. Ensuite, quand ça chauffe, ça fond. C'est-à-dire que les calottes glaciaires, qui font parfois des kilomètres de haut, elles fondent. Et plus ça fond, plus on baisse en altitude, plus ça fond vite. C'est l'effet, quand on est en altitude, il fait froid. Quand on redescend plus au niveau de la mer, entre guillemets, il fait plus chaud. Donc ça accélère la vitesse de la fonte. Ensuite, les calottes glaciaires, c'est des grandes superficies, en fait, au niveau du système Terre, blanches, de la glace. Donc blanche, ça réfléchit le rayonnement solaire. Donc la chaleur n'est pas captée par le système Terre, ni par les airs, ni par les mers, ni par les terres. Elle est renvoyée. Mais quand ça fond, bah, il y a plus de captation de chaleur, en fait, par les mers et puis par les terres. Donc ça réchauffe d'autant plus, donc ça accélère la fonte, etc. Et il y a tout un tas de processus comme ça, de risques de savanisation des forêts tropicales amazoniennes, etc. Et là, vous voyez bien que dans ce que je vous décris là, il y a des emballements, ce qu'ils appellent des effets dominos, l'image elle est parlante, qui n'ont plus rien à voir avec les activités humaines. Si on a allumé la première allumette, mais après le truc s'emballe et est hors de portée des activités humaines. Et c'est là-dessus qu'ils attirent notre attention en disant, mais en fait, il faut contenir l'emballement du système Terre, c'est vital et c'est maintenant que ça se passe, avant que contenir ne soit plus possible. Voilà. Bon. Moi, je veux bien vous dire un tout petit truc. Là, c'est certains des livres que j'ai écrits là ces derniers temps.
Je vous le montre parce que je suis tout content bref, de vous le montrer. Je m'identifie à mes petites productions. Mais c'est aussi pour vous dire un mot sur moi, ce que ça m'a fait vivre, en fait. Parce que j'ai bien conscience que cette espèce d'état des lieux du savoir, bah, ça nous affecte, ça nous fait vivre quelque chose. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est venu mais noircir mon regard sur la vie et sur le monde. Mes amis me le disaient, ma femme elle me disait que j'étais plus marrant et tout, j'étais devenu glauque. Enfin voilà, vous voyez bien le truc. Et moi, à un moment donné, je me suis passionné pour un truc, pour un débat, le débat stratigraphique sur la datation de l'entrée dans l'Anthropocène. Chacun son truc. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez aussi des tripes un peu chelous. Et donc, le débat stratigraphique, c'est quoi? C'est en fait les géologues, ils creusent les sols, enfin, ils grattent la terre, quoi, ils se mettent à quatre pattes, ils grattent la terre, ils prélèvent des sédiments, ils analysent les sédiments. Et là, il y a tout un débat qui opère pour se dire, mais alors, quand est-ce que on identifie une trace d'un changement systémique et global, d'avènement d'une nouvelle époque géologique? Et il y a un débat qui est extrêmement vif, puissant, etc. Voilà. Et ce qui a été travaillé au cours de ce débat, il y a tout un tas de datations possibles. Et chaque datation, elle nous montre la face glauque de la vie humaine et de la vie humaine en société. La face glauque, c'est quoi? C'est la domination, c'est la préemption, c'est la colonisation, c'est l'exploitation. C'est l'augmentation des inégalités entre les vieux et les riches, entre les vieux et les jeunes, entre les pauvres et les riches, entre le nord et le sud, entre aujourd'hui et demain, etc., etc. Partout. Et ça, c'est pas des chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur les inégalités, etc., qui nous le disent. C'est les géologues à partir de leur travail stratigraphique. Les sols gardent en mémoire la face glauque de l'aventure humaine. Et donc ça, ce truc-là, moi, ça m'a profondément marqué. Ça m'a fait vivre de la tristesse, en fait, de me dire, mais quelque chose se délite, voilà. Ça m'a fait vivre de la peur par rapport à l'avenir. Ça m'a fait vivre, je sais pas quoi, du dégoût, en fait, de me dire, mais en fait, tout ça, c'est l'appât du toujours plus qui a généré ça. Et puis de la colère. Alors, la colère, elle est jamais partie. Et alors, vraiment beaucoup de colère de me dire, mais c'est pas possible, quoi. À aucun moment ça a fait l'objet d'un choix collectif, d'un choix politique, d'une décision d'entrer dans une nouvelle époque, détruit les conditions bioclimatiques existantes. Ça, c'est la résultante de choix individuels complètement débridés, notamment au niveau économique, sans qu'on l'ait véritablement choisi. Bon, bref, voilà. Bon, là, c'était une transition. Je vous parlais de mon petit cœur, hein, la transition entre les savoirs. Et puis en gros, bon, bah, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser ou quelles questions on peut poser? Donc, il me reste 10 minutes là pour comme ça épingler à partir de là. Alors, bon, ce que tu penses, des questions, et puis à partir desquelles on va réfléchir ensemble. Premier truc, euh, moi, je pense que enfin, quelque chose qui me marque, c'est de voir combien on croit savoir ce qui se passe, machin et tout. On dit, et puis souvent on entend ça, les études, oh, bah maintenant qu'on sait, qu'on machin, qu'on truc. Et moi je le constate avec les étudiants qui arrivent en première année en licence en sciences de l'éducation, voilà, pour être prof des écoles, bah, ils savent quoi? Ils savent que c'est la merde, voilà, mais c'est tout. Ils sont incapables, ils n'ont aucune littératie bioclimatique, aucune capacité d'explicitation des articulations entre le climat, la biosphère et les sociétés. Le climat s'emballe, les écosystèmes de la biosphère s'effondrent et les sociétés accélèrent. Et donc on est pris dans un vortex, dans un tourbillon entre emballement, effondrement, accélération. Et ça, honnêtement, ils n'en ont pas l'intelligibilité, ils n'en ont pas l'intelligence. Voilà, ça ne fait pas partie des savoirs qu'ils maîtrisent. Pourtant, c'est ce qui va structurellement organiser leur devenir. Alors, ils ressentent parfois sous la forme d'inquiétude, d'angoisse, de colère, de trucs, d'apathie aussi, etc. Voilà. Donc, moi, première chose que j'ai envie de dire, mais il faut qu'on prenne le temps de demeurer en présence des savoirs et de ne pas faire comme si hein, on savait. On va dire, ah bah oui, c'est difficile, c'est de la science et tout. Bah oui, 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 nous, les Français, on est des putains de quiches en mathématiques et culture scientifique, c'est-à-dire de tous les pays de l'OCDE. Donc, les pays de l'OCDE, c'est le petit club des pays développés. Donc, on en fait partie, génial, on a notre carte de membre. Et nous, on est avant-dernier en mathématiques et culture scientifique. Tout le monde est devant nous.
sauf les Chiliens. On arrive à battre les Chiliens, je vais dire ouais, génial, bravo, vive la France. Les Hongrois et les Polonais, ils sont devant nous. Juste, enfin, honnêtement, c'est des nations, on a plutôt l'habitude de les regarder du dessus, quoi. Non, en mathématiques, culture scientifique, ils sont devant nous. Donc, à un moment donné, il y a un endroit où, bah oui, il s'agit de monter un peu le niveau, quoi. Voilà, pour comprendre ce qui se passe. Et pour demeurer en présence des savoirs, pourquoi? Ben, en fait, pour que les savoirs passent des bibliothèques, des articles scientifiques, des articles du GIEC, honnêtement, les rapports du GIEC, donc ils font 10 000 pages à chaque fois, hein, découpés en 3 volumes, mais le dernier rapport, le sixième rapport, c'est 10 500 pages. 10 500 pages qu'on peut télécharger gratuitement, génial. Merci, merci, merci nos États, en anglais. Enfin, honnêtement, et même les résumés à l'intention des décideurs, parce que les chercheurs, ils se sont dit, bon, quand même, les responsables politiques, ils n'ont pas beaucoup de temps pour lire, on va leur faire des petits résumés. Donc, ils ont fait des petits résumés de comme ça, 30 40 pages, voilà, par volume du GIEC. Donc, le dernier rapport, il a 3 fois un résumé à l'intention des décideurs de 40 pages. On les trouve en anglais, sauf le premier où il y a dû avoir un membre du premier groupe de travail où ils se sont dit, mais quand même, on va le traduire, on va le passer dans DeepL et on va le scotcher sur la plateforme. Et sinon, les autres, ils sont en anglais. Bref, donc il y a un moment donné, les savoirs, ils sont très, 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 très loin, quoi, quand on n'a même pas la langue voilà. Et pour que les savoirs, ils passent donc de cette production scientifique à nos tripes, en fait, à nos tripes, et qu'ils fassent en nous une œuvre de déflagration, en fait, ni plus ni moins. Alors, de déflagration, je dis pas on va aller déflagrationner les petits en école maternelle ou au collège. Non, non. Non, ça c'est, là, on est entre adultes. Hein. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, le truc que je suis en train de dire, c'est interdit au moins de 18 ans. Hein. Enfin, en fait, on est là entre adultes. On parle. On a un problème, nous, les adultes, qui est l'habitabilité du monde et l'hospitalité à l'égard des jeunes qui entrent dans le monde. Nous sommes responsables du monde et c'est à nous de parler de ce problème-là pour préserver l'habitabilité et l'hospitalité du monde pour les jeunes. Voilà. Euh, et alors, pourquoi demeurer en présence des savoirs? Ben, pour moi, c'est pour qu'on apprenne petit à petit à voir le monde. Donc le monde, c'est l'espace sociopolitique, la cité, qu'on apprenne à voir la cité à partir du réel. Et la seule médiation dont on dispose pour être en prise le réel, c'est pas en prise avec le réel, c'est pas nos sens. Le réel, il est insens. Enfin, les transformations en cours du système Terre sont insensibles à nos sens. Quand bien même on a senti la fumée en Gironde qui flambait, je sais pas quoi, les Landes là qui flambaient cet été ou je sais pas quoi. Enfin, on a eu deux trois trucs un peu accessibles à nos sens, mais la profondeur du drame qui est en cours en ce moment demeure encore relativement insensible à nos sens. Et donc, qu'on apprenne à voir l'espace sociopolitique, donc l'espace de décision collectif, ensemble, etc., à partir du réel et de la médiation que sont les savoirs scientifiques. Voilà. Et alors, si je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que, en fait, moi, je suis complètement, mais atterré par la petitesse du débat politique en ce moment, où, en fait, chacun se tape sur la gueule à partir de l'idée qu'il a. Alors, le mec qui est de droite, machin, conservateur, il va conserver des trucs, il va je sais pas quoi. Le libéral, il va se dire, bah, quand même, la liberté d'entreprendre, de créer, machin. Le socialo, oh, bah, quand même, on est ensemble, c'est ça qui prime, machin. L'écolo, il va te dire, c'est la planète Terre, mais en même temps, il va jurer que par l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc là, tu te dis, mais attends, on est où là? Voilà. Bref, et puis l'identitaire ou le révolutionnaire, enfin, on les met aussi dans le paquet. Et donc, en fait, en partant du postulat finalement que l'idée va pouvoir agir sur les lois biogéophysiques qui organisent aujourd'hui notre devenir. Bah, en fait, non, que dalle, ça c'est de la com, c'est du fantasme, c'est du je sais pas quoi. Il y a une seule chose qui peut contenir l'emballement du système Terre, c'est le droit, c'est la loi, c'est un arsenal législatif en rapport avec des constitutions qui soient amendées et revues. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'y est pas. C'est-à-dire, en fait, en d'autres termes, ce que je pense, c'est que si on fait un peu caricatural, même ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, mais progressiste et conservateur, on peut se mettre d'accord pour préserver les libertés, c'est-à-dire la liberté de conscience, les libertés privées et les libertés publiques, et lutter contre ce qui est fondamentalement liberticide, à savoir le dérèglement bioclimatique. Et aujourd'hui, on fait croire que c'est la lutte contre le dérèglement bioclimatique qui est liberticide. Ah oui, bien que là, on n'y est pas du tout, quoi. Et ça, c'est un débat politique qui n'a pas procédé d'abord
d'une analyse du réel, quoi. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que cette question du rapport au savoir, il y a quelque chose de profond derrière qui est important. Alors après, évidemment, on va dire, mais savoir, ça suffit pas pour agir. Il y a d'autres problèmes, oui, bien sûr, bien sûr. Mais il se trouve que ne pas savoir, ça n'aide pas du tout, quoi. Bon, voilà. En 4 minutes, devant nous, euh, on va pas. Donc j'avance de façon peut-être un petit peu pointilliste comme ça. Devant nous, il y a de la rupture. Voilà, on peut se mentir. Et il y a deux grands types de rupture. Soit il y a une rupture biogéophysique qui fait que le système Terre ne peut plus soutenir les sociétés. Voilà, donc c'est un chaos civilisationnel, sociétal, enfin en tout cas une immense dégringolade. Soit il y a une rupture sociopolitique suffisamment conséquente et efficiente pour contenir l'emballement du système Terre. Et là, le seul indicateur, j'ai envie de dire, c'est est-ce que ça contient l'emballement du système Terre. Et à cet endroit-là, bah, de fait, c'est ce qu'appelle le pape François, non seulement dans Laudato Si, mais surtout dans Fratelli Tutti, en fait, cette espèce de rupture sociopolitique qui soit suffisamment efficiente. Si on devait donner un ou deux chiffres, un ou deux ordres de grandeur, on peut faire ça. On a des chiffres voilà, officiels qui servent de pilotage pour les politiques publiques. En 2015, lors de la COP 21, lors de la signature des accords de Paris, on a fixé à un moment donné une trajectoire bioclimatique en termes d'émissions d'équivalent carbone. C'est une unité de mesure. Voilà. Et puis, d'ici 2050, pour demeurer en deçà de 1,5. Le 1,5 fait référence aussi à, entre autres choses, enfin, en tout cas, l'article, j'allais dire l'article de 2018, mais il a été créé postérieurement, mais en tout cas, dans l'article de 2018, il parlait de 2 degrés en lien avec ce 1,5. Bref, n'importe, on s'en fiche. Et donc, qu'est-ce que nous dit en gros, si on prend la réactualisation des chiffres de la COP 21 aujourd'hui? On a la possibilité d'émettre encore, ça dépend comment on compte, c'est un peu moins maintenant, 500 gigatonnes d'équivalent carbone d'ici 2050. On va se dire, mais la unité de mesure, je la sens pas, je la maîtrise pas, je la comprends pas, peu importe, 500. Dans le dernier rapport du GIEC, on nous dit la trajectoire sur laquelle on est, avec les infrastructures en projet qui fonctionnent aux énergies fossiles, on va émettre d'ici 2050 850 gigatonnes équivalent carbone. Donc en fait, on va émettre 850 et on a un budget de 500. En fait, chacun de nous, on gère notre budget, donc ça ne le fait pas. Donc si ça ne le fait pas, t'achètes pas. Enfin, j'ai un espèce de truc, on va dire, ah, c'est un peu plus compliqué que les sociétés. Mais le b.a.-ba, il est là, quoi. On va consommer 850, on a 500. Bah, en fait, la question, c'est quoi? Bah, la question, c'est, bah, alors, on arrête quoi? On arrête qui? Bah, on pourrait se dire, on arrête les universités. Ah bah de fait, hein, il y a une empreinte environnementale hein, dans la transmission de savoir et puis dans la production de savoir. Puis de temps en temps, les universitaires, ils mettent leurs fesses dans un avion, et puis etc. Voilà, arrêtons la transmission de savoir, sombrons dans un monde obscurantiste et lâchons la grappe à l'industrie du luxe. Ouais. Ou on peut se dire, bah, en fait, on arrête le luxe demain. Bah, voilà, en se disant, bah, le luxe a une empreinte environnementale, le monde, c'était le monde d'avant, et puis le monde d'après, bah, il faut à un moment donné, de fait, se centrer sur ce qui est essentiel, le soin, l'éducation, la production de savoir, je sais pas quoi. Et je vous rassure, je suis pas député, hein, donc je peux dire ça enfin, si jamais il y a le patron de Dior qui nous écoute, qu'il soit tranquille. Enfin, je veux dire, je n'amène que des idées pour, enfin, des éléments pour penser ou de la provocation pour penser. Mais fondamentalement, on a rendez-vous avec nous-mêmes, les sociétés, pour choisir à un moment donné voilà, là où on décide de mettre notre empreinte environnementale pour contenir l'emballement du système Terre. Voilà. Un mot un mot juste de fin. On pourrait se dire, ouais, c'est glauque. Ouais, de fait, c'est glauque. Ok, on va pas se mentir. On peut se dire, bah alors on se tire une balle, qu'est-ce que. Ouais. Euh, pour moi, une comparaison que j'ai envie de faire, c'est. Je sais pas si vous avez suivi, la France a été championne du monde en handball là, il n'y a pas longtemps. On est dans un match de hand. On est mené au score de 7 buts, il reste 5 minutes. Donc la situation est chaud, 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 quoi. C'est chaud tendu, quoi. Voilà. C'est chaud tendu, mais c'est pas le moment d'aller prendre sa douche. Et jamais vous allez voir à un moment donné un sportif sur le terrain qui, parce qu'il est mené au score, il se barre, il rentre au vestiaire, prend sa douche, il rentre chez lui et c'est plié. Ben non, il y en a qui croient à fond, d'autres qui y croient moins, mais quoi qu'il arrive, on reste sur le terrain puis on donne tout ce qu'on a, quoi. Et donc en fait, on est dans ce temps-là en ce moment.
dans cette espèce d'incertitude du temps présent. Et c'est au nom de cette incertitude que toute espérance est possible. Une espérance alors qu'il soit à la hauteur des enjeux, hein, pour faire advenir à la hauteur des enjeux de façon intellectuellement honnête, hein, voilà, pour faire advenir des ruptures qui soient réalistes et justes. Je ne vous parle pas de professer des espérances comme ça, qui soient complètement déconnectées des processus biogéophysiques, hein. Et il y a deux collègues, Catherine et Raphaël Larère, ils ont un titre de bouquin qui est sublime. Ils disent: Le pire n'est pas certain. Et parce que le pire n'est pas certain, c'est le moment où on peut, voilà, peut investir le temps présent à fond, résolument. Bon, voilà, j'arrête là. Ou quand on est en présentiel, on applaudit avant de relancer. Donc, j'applaudis au nom de tous ceux qui sont. Voilà. Je pense que c'est le moment d'écrire des questions, mais on va peut-être. J'avais envie de lancer la question justement de l'éducation, parce qu'en vous écoutant, on a entendu que en France, l'éducation dans les domaines scientifiques et mathématiques était tout à fait insuffisante. Et est-ce que, en gros, vous comptez sur des progrès dans l'enseignement et des recentrages dans des orientations, par exemple dans le domaine des sciences nat, etc. Il y a développement durable, il y a biodiversité, tout ça fait partie des choses qui sont largement travaillées. Qu'est-ce qui doit changer dans l'enseignement pour que l'on puisse, disons, ne pas être désespéré? Ouais, ouais, ouais. Merci Parce beaucoup. qu'en vous écoutant, on a un peu l'impression que on va tirer l'échelle, que de toute façon c'est foutu. Euh, Éduquer dans tout ça, c'est quoi? ouais, 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 génial, merci. Euh, bon, la première chose, il s'est passé un truc il y a, je reviens un tout petit peu en arrière, il y a 11 700 ans. Il y a 11 700 ans, on était dans un mouvement d'alternance entre des époques glaciaires et interglaciaires, depuis plus de 2 millions d'années, le Quaternaire. Et puis, on est entré dans une époque interglaciaire, particulièrement stable et prévisible. Et il y a différentes hypothèses qui sont à l'origine du fait qu'on soit devenu sédentaire et donc à l'origine de l'élevage et puis les exploitations agricoles, enfin les céréales qui ont été un peu le ferment des civilisations. Une hypothèse, c'est le fait qu'il n'y ait plus de gros gibier à chasser et donc du coup on était obligé de les enfermer dans des enclos, quoi, en gros, et de les élever, et voilà. Une autre hypothèse, c'est une exceptionnelle prévisibilité et stabilité bioclimatique qui font que les expérimentations agricoles qui avaient déjà eu lieu lors de la précédente époque interglaciaire, eh ben, n'avaient pas vraiment pris parce que l'interglaciaire n'était pas suffisamment stable et prévisible, et la stabilité et prévisibilité bioclimatique de l'Holocène, donc il y a 11 700 ans, a permis à un moment donné aux expérimentations agricoles, aux différents endroits à la surface de la Terre, de prendre. Et à partir de là, ce que j'avais raconté, on maîtrisait l'écosystème, on machin, etc. Aujourd'hui, et dans le prolongement de ça, on a, parce que c'est pour en venir à l'éducation, hein, dans le prolongement de ça, bah, en fait, on a organisé des transmissions de pratiques éducatives et de pensées éducatives. Ça a été l'émergence dans le prolongement de ça, avec l'écriture, etc., de formes éducatives. Modernes, mais pas modernes dans le sens ces 100 dernières années, modernes par rapport au mode de transmission qui avait lieu avant quand on était nomade, quoi. Et donc l'avènement d'une nouvelle époque géologique, c'est aussi conséquent, radical du point de vue de l'éducation que ce qui a permis l'éducation. Donc en fait, là c'est pour dire combien c'est pas comparable à la chute de l'Empire romain, machin truc, c'est bien, 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 bien plus considérable que ça. Donc en fait, en gros, tout ça pour dire, bah, en fait, comment il faut repenser l'éducation, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, c'est pas à moi de le dire, mais c'est à nous ensemble de tisser des pensées pour essayer d'être à la hauteur des enjeux et faire advenir autre chose. Ceci étant dit, j'ai quand même deux, trois petits trucs, enfin voilà, de fait en tête ou je sais pas quoi, mais qui sont ni plus ni moins les miens avec ma sensibilité. D'autres peuvent avoir, certains ont une sensibilité assez spirituelle et proposent des trucs super, d'autres trucs un peu psychiques, etc. Moi, ma sensibilité fondamentalement, elle est politique. Voilà. Alors, euh, quand on regarde ce qui s'est passé il y a 2 ans au niveau du bac,
en SES, en sciences économiques et sociales. Les lycéens, ils ont dû plancher sur le sujet l'examen suivant, je jure, c'est vrai. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Donc, les agrégés de SES, ils sont dans leur trip, hein, on peut leur reprocher, leur trip c'est le programme. Donc en fait, ils pensent à partir du marché, mais sans identifier que le marché, il repose sur des processus biogéophysiques. Voilà. Et ça a été validé par tous les cadres de l'éducation nationale, etc. Donc, on ne va pas se mentir, ça, il faut juste le nommer. On va passer à la suite, hein, voilà, mais c'est de l'obscurantisme. Donc, l'école républicaine, comment est-ce qu'elle peut émanciper en étant enlisée dans des logiques obscurantistes? Voilà. Bon, là, on a un bug. Je ne dis pas que tous les savoirs scolaires sont obscurantistes. Non, pas du tout. Il y a des trucs de plus en plus voilà, qui sont intéressants, qui arrivent, qui se distillent, etc. Oui, oui, oui. Mais quand même, on revient dedans. Alors, un endroit où, quand je cause avec les enseignants, il y a un endroit où souvent les enseignants, ils ne savent pas comment se dépatouiller, c'est par rapport à l'injonction à la neutralité politique. À l'école, pas de politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignants sont tenus de faire la politique de l'école, parce qu'on a bien vu avec le geste de Greta Thunberg, et puis on le sait depuis Platon, l'école c'est politique. Voilà. Donc si on ne dit pas de politique à l'école, ça veut dire qu'on fait la politique de l'école. Ben oui, mais si la politique de l'école, c'est de permettre à chacun de construire son portefeuille de compétences. Honnêtement, on ne va pas se mentir, on a tous entendu déjà des trucs, de permettre à chaque individu de constituer un portefeuille de compétences. On a tous déjà entendu des trucs comme ça. Vous voyez bien combien une sémantique économique phagocyte la pensée éducative, un portefeuille individuel, etc. Ben, en fait, là, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire, si le but, c'est adapter les jeunes au monde tel qu'il va et qu'on sait que le monde est non soutenable et qu'on sait qu'il faut changer le monde, ben, on a un problème. Voilà. Donc, il y a quelque chose au niveau de la posture éducative de se départir de l'injonction à la neutralité. Il ne faut pas faire ça comme un kamikaze, je ne sais pas quoi. C'est toujours des processus institutionnels avec son chef d'établissement, avec ses inspecteurs, etc. Enfin, il ne s'agit pas, voilà. Et il ne s'agirait surtout pas de faire du prosélytisme et d'être dans une dynamique partisane. Bon, là, on perd tout, quoi. À partir des outils de l'éducateur, c'est-à-dire la problématisation. Mais une problématisation qui soit biogéophysique et qui soit aussi sociopolitique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre la transformation en cours des conditions d'existence si on ne met pas les mots, un capitalisme rentier et spéculatif, le néolibéralisme, la maximisation des intérêts individuels, une proposition d'un politisme, moi j'aime beaucoup ça, ça rappe un peu, mais classe rapace. La classe rapace, c'est la porosité entre les plus hautes sphères de l'État, les cabinets ministériels, et puis la tête des entreprises du CAC 40. Et c'est bien documenté son papier là-dessus sur les classes rapaces. Pour dire en gros, bah, à un moment donné, il faudrait une loi de séparation entre le privé et le public, parce que sinon, on ne sait plus où on est, quoi. De même qu'il y a une loi de séparation entre l'Église et l'État. Bon, bref, et puis tout ça pour dire, bah, il faut qu'on apprenne aussi le jugement politique à l'école. Le jugement politique qui soit absolument pas partisan. Mais comme certains récits nous conduisent pleine balle dans un mur, et d'autres tentent de nous en écarter, bah, il faut aussi qu'on ait cette intelligibilité-là à l'école. Bon, voilà pour quelques éléments en lien avec ma sensibilité. Voilà. Mais il y a effectivement la question de ne pas décourager, hein, comment transmettre de l'espérance alors qu'on est soi-même particulièrement angoissé, et encore plus en vous ayant entendu. Et donc, comment faire pour que les jeunes puissent se mobiliser et pas justement se décourager? Eh ben, moi, je Quel veux est le bien. rôle de l'éducateur dans Ouais, tout ça? Est-ce qu'il faut pas, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas justement travailler des solutions? Or, j'ai ouais. l'impression que vous ne croyez pas aux solutions. Oui, tout à fait. Moi, je ne crois pas aux solutions, mais je crois à l'action. C'est-à-dire, pour moi, je différencie vraiment les deux. Et là, je m'appuie sur, enfin, dans tout ce que j'ai dit, j'ai pas cité Arendt, mais Hannah Arendt m'a beaucoup marqué, en tout cas. Donc, régulièrement, dans ce que j'ai pu dire, c'est arendtien, on va dire. Voilà. Euh, L'anthropocène, c'est pas un problème à résoudre. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un super commercial ou je sais pas quoi qui va arriver avec ses solutions et qui va nous proposer un nouvel espace de business pour résoudre le problème de l'entreprise. Non, non. C'est un cadre interprétatif du réel, c'est une nouvelle réalité dans laquelle on entre, qui peut devenir bien pire, et donc il y a quelque chose à contenir, bien sûr. Mais à titre personnel, après, très bien qu'il y ait des personnes qui s'engagent dans la recherche de nouveaux modes de captation énergétique avec une empreinte environnementale plus faible, etc.
Mais pour l'instant, ce qui se passe avec les politiques de transition, euh, enfin, imaginons quoi, vous faites 150 kilos. Je sais pas quoi, mais si j'ai entendu ce genre de comparaison de la part de collègues, je sais pas quoi, on fait 150 kilos, on adore manger de la tartiflette, et puis on prend une petite salade en plus, et puis après on se prend un bon fond, ça c'est mon cas, hein, un bon fondant au chocolat, et puis une clémentine par-dessus, en se disant, bon bah quand même, j'ai mangé une salade et une clémentine. Bah ouais mon gars, mais enfin ça va pas te faire perdre du poids quoi. Ou alors en étant tout content d'avoir je sais pas quoi d'avoir perdu 3 grammes ou je sais pas. Bah en fait non, l'enjeu quand on est en obésité morbide, l'enjeu c'est pas juste de perdre 3 grammes quoi. Basta voilà, ou sinon on n'a pas un bon tout bip quoi s'il nous dit ça. Et donc il y a un endroit où il faut avoir les yeux en face des trous. Les solutionnettes qu'on nous propose en fait elles nous fourvoient, elles sont sous-tendues par un paradigme technophile, technosolutionniste, où on donne à croire qu'on a une solution technique à un problème systémique et global, quand bien même on aurait un supercapteur qui capterait tout le carbone excédentaire dans l'atmosphère. Ça ne va pas recréer les espèces, ça ne va pas désacidifier les océans, ça ne va pas désanthropiser les sols, ça ne va pas désaltérer les flux biogéophysiques, ça ne va pas à un moment donné remettre en mouvement le cycle de l'eau, etc. Ça ne va pas permettre au sol de recapter l'humidité parce qu'aujourd'hui, on a altéré de façon dramatique le cycle de l'eau verte, c'est-à-dire la capacité des sols à, altérer, à capter l'humidité et donc du coup à transformer ce qu'on appelle l'eau verte, l'eau en eau verte, en verre qu'on mange. Enfin, voilà. Donc, ça, Donc on, donc, il donc faut on ne le dire. veut, Etc. Par contre, l'action est possible. L'action, c'est quoi? C'est agir ensemble. C'est ce que Hannah Arendt appelle le miracle. Donc, si on veut dire, il croit à quoi? Je crois au miracle. Au miracle des soulèvements, au miracle de l'action de concert. À un moment donné, oui, agir ensemble à la hauteur des enjeux peut être possible. Moi, je suis français et allemand. Il y a un événement politique dont je me souviens dans mon enfance, c'est la chute du mur de Berlin. Mes parents, ils m'avaient pris, mon frère et ma sœur, ils nous avaient laissés chez ma grand-mère. Ils étaient partis, c'est la première fois qu'ils nous laissaient tout seuls chez ma grand-mère. Donc ça voulait vraiment dire qu'il y avait un truc de fou, quoi. Ils étaient allés à Berlin. Moi, mon père, il avait récupéré un tout petit bout de mur de Berlin. Je lui ai dit, bah, t'aurais pu au moins nous ramener une brique. Enfin bref, bon voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mur de Berlin? Euh, il était là, puissant, massif, impassible. Et puis, il y a tout un tas de trucs qui se passaient. Tout un tas de mouvements, de machins, de mouvements de communauté qui transpassaient le, et en fait, il pourrissait de l'intérieur, mais on ne le voyait pas. Et à un moment donné, quelque chose s'est passé, et puis le mur est tombé. Et bien, je pense que tout ce qu'on fait ensemble, non pas ce qu'on fait individuellement, mais tout ce qu'on fait ensemble, petit à petit, ça peut créer un tissu qui soit suffisamment solide pour entraver des événements. On est quand même dans un monde où on a organisé la COP28 à Dubaï. Mais c'est complètement fou, 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 fou. C'est-à-dire, en fait, et les types de Dubaï, il n'y avait que des gars hein, sur les photos, etc., pour une femme, hein, bref. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, on a la solution au problème climatique, c'est le pétrole. Non, mais c'est ça, hein, le message de la COP28. Hein. Donc, à un moment donné, on va vivre dans un monde, je pense, parce qu'un tissu se sera créé et constitué de gens éclairés, quelque chose comme ça sera plus possible. De même qu'à un moment donné, il y a eu la vague MeToo, il n'y a pas du tout résolu, il y a un machisme encore crasse qui irrigue notre société, mais il y a des choses qui se faisaient il y a 10 ans qui ne se font plus aujourd'hui. Voilà, ah, c'est plus possible. Voilà. Donc il y a de temps en temps des choses qui peuvent être rapides. Nadjet. Et par rapport à la question de l'action, moi je crois beaucoup à la question de l'angoisse, je crois beaucoup dans l'action. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de ne pas dire, c'est-à-dire, si à un moment donné on a un cancer, merde, enfin, à un moment donné, faut regarder les choses et il ne faut pas mettre un pansement dessus. Un pansement, ça ne résout pas un cancer. Voilà. Mais permettre aux jeunes d'entrer dans l'action, parce que l'action, ça désangoisse. En tout cas, moi, c'est pour ça que m'engage de façon polémique dans l'action. C'est parce que de fait, c'est pour faire quelque chose de constructif de l'angoisse générée par le fait de savoir. Parce que oui, le fait de savoir, ça amène une gravité. Ça, Donc c'est, l'école doit éduquer au soulèvement. en tout cas, pas n'importe comment. Toujours en luttant Pardon. contre la violence. C'est-à-dire, Mm. ça, c'est le propre du positionnement dans le monde de l'éducateur. L'éducateur, sa visée ultime, c'est éradiquer la violence, c'est faire front face à la violence. On échoue toujours à cet endroit-là, mais on doit toujours avoir ça en ligne de mire. Ne jamais rentrer dans la violence. Même si on a l'impression que tout se délite, qu'un monde inhabitable est sous nos yeux, etc., l'éducateur, lui, il est à un endroit
où ils refusent et où ils luttent contre la violence. Et puis d'autres, peut-être, peuvent se mobiliser autrement, etc. Mais pas l'éducateur. Mm. On a une question par rapport à, justement, pour préciser l'action en tant qu'éducateur, qui pose la question des approches éducatives. Quelles approches éducatives peuvent déclencher un changement de paradigme en faveur de la conscientisation inclusive de l'ensemble de l'humanité face aux enjeux climatiques, mais peut-être aussi il y a les enjeux économiques et puis il y a beaucoup d'enjeux éthiques. Euh, Au-delà de l'action, il y a ce qui mue l'action. Et du coup, on a d'un côté des approches éducatives et puis de la formation éthique, peut-être des enseignants, Moi, j'ai pas les réponses sur tout, hein. Je peux juste vous dire des éléments. les choses à partir de moi, de ma sensibilité. Euh, Moi, je crois qu'une méthode pour débattre politiquement ensemble, de façon raisonnée, raisonnable, est possible. Je sais bien qu'on n'est pas que des cerveaux, qu'on n'est pas que des raisons et qu'il y a une dimension qui est vraiment affective derrière et qui est irrationnelle. Oui, ok. Et des intérêts, des luttes. Oui, je sais bien, bien sûr. Et de fait, c'est un endroit où j'ai moins pensé le truc. Je pars du postulat à un moment donné que les hommes et les femmes peuvent être de bonne volonté autour de la table. Donc, de fait, tout ce que je dis, c'est très réduit parce que c'est dans ce cadre-là que je pense. On peut dire, ah oui, bon, le mec qui est trop bisounours, ça plus. Oui, oui, bah oui, désolé. Du coup, voilà, chacun ses limites. Moi, je pense dans ce cadre-là parce que je crois qu'en fait, on peut aller chercher la bonne volonté des uns et des autres. Et pour ça, il faut une méthodologie. La méthodologie, ça procède à un moment donné d'une analyse du réel médiée par les savoirs, où à partir de là, on peut circonscrire le débat politique. En d'autres termes, quelqu'un qui dirait autour de la table, ben, en fait, oui, c'est bien mignon, tous vos trucs, vos machins, mais moi, je pense qu'il faut demeurer dans le paradigme de la croissance, parce que sinon, on va perdre des points de compétitivité sur la scène internationale, et ça, ce serait terrible que la France se retrouve déclassée, etc. J'ai envie de dire, oui, très bien, je suis d'accord, je comprends, mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement si on procède d'une analyse du réel, hein. Si on est juste en vase clos entre économistes qui pensent juste à l'échelle du marché, bon, bah, ça marche, ça tient, enfin, je veux dire, voilà. Mais si on prend les processus biogéophysiques, on voit bien que ça ne tient pas jusqu'au bout, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, en disant, bah oui, ça, oui, au risque de scier jusqu'au bout la branche sur laquelle on est assis ou de laquelle on reçoit la vie, et au risque que, il y ait un délitement des conditions d'existence et que les générations après nous ne puissent pas advenir. Et donc, du coup, c'est une pensée qui a du sang sur les mains, nécessairement, cette injonction à la croissance. Alors après, et donc moi, juste, enfin, pour mettre tout le monde à l'aise, moi, je suis pas socialisé parmi les décroissants, ils sont très sympathiques, mais c'est pas ma socialisation. Ma socialisation, c'est une socialisation autistique dans les articles scientifiques. Ben oui, de fait, la croissance, ça ne s'encastre pas dans le réel biogéophysique. Ça ne marque pas. C'est un mythe. Un mythe qu'on raconte, mais qui n'a pas de matérialité biogéophysique. Voilà. À part celle d'embarquer le système Terre pour un horizon qui est incompatible avec la vie humaine. Donc là, j'amène la question politique. Les questions éthiques, bah, c'est la même chose, en fait, où à un moment donné, que ces questions éthiques-là, on puisse les prendre à partir du réel, quoi. Voilà, et ça reconfigure le positionnement de soi par rapport aux autres, par rapport aux étrangers, par rapport aux migrants, etc. Où les migrants, bah, pour l'instant, c'est des personnes qui viennent sur le territoire national. Et puis, si on continue, bah, dans pas longtemps, c'est les personnes du territoire métropolitain qui auront à migrer pour trouver un endroit où faire reposer leur tête. Donc, voilà, Alors, pour en revenir à l'éducation, puisque vous êtes doyen, euh, Merde. pour finir, dans le cadre d'une fac, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce que, en gros, quelle est l'impulsion que vous donnez pour justement aller dans le sens que vous souhaitez? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en en gros, éduquer en anthropocène, qu'est-ce que ça devrait être? Ouais, alors, là, il y a plusieurs trucs, hein. C'est-à-dire, moi, je suis doyen de la fac d'éduc de l'UCO à Angers. Je suis pas dictateur de la fac d'éduc de l'UCO à Angers. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire, etc., en lien avec ma sensibilité.
Et du coup, je ne me prive pas pour proposer, impulser, je sais pas trop quoi. Mais après, je suis dans un espace qui est fondamentalement celui de la tradition universitaire, qui est un espace démocratique, où à un moment donné, les uns et les autres ont leur sensibilité, leur façon de voir, etc. Puis les décisions, ils opèrent au sein de processus démocratiques, en lien avec une équipe rectorale, en lien avec une équipe des canals ou des visoyens, et puis en lien avec tous les responsables qui ont toute liberté pour exercer leurs responsabilités de façon pleine et entière, quoi. Voilà, et pas pour faire plaisir au doyen parce qu'il a sa marotte, son machin, son truc, ou quand bien même j'aurais raison, peu importe, enfin, je veux dire. Donc voilà, à la base. Ensuite, moi, enfin, comment dire, où, euh, l'endroit où moi j'essaye d'interagir avec mes collègues, enseignants-chercheurs, c'est à l'endroit du feu. Et à l'endroit, j'ai envie de dire, du feu ou des tripes. Et le feu ou les tripes chez un enseignant-chercheur, il y en a plusieurs, il y a des différentes sensibilités, parfois un peu administratives, parfois un peu pédagogiques, parfois un peu je sais pas quoi. Il y a un truc quand même, je trouve tout particulier, ou en tout cas chez moi c'est le cas, au niveau de la production scientifique. Au niveau de, à un moment donné, il y a quelque chose là qui est tout à fait singulier dans une posture d'enseignant-chercheur par rapport à une posture d'enseignant. Voilà, dans l'attachement à la production scientifique qui en, enfin, plus ou moins, mais qui peut embarquer une existence, quoi, il peut y avoir quelque chose de vocationnel qui est derrière. Et donc, du coup, d'essayer avec des collègues en deux à deux, etc., de voir à un moment donné comment, dans le registre qui est celui des collègues, il y a un jeu, j'ai envie de dire là, intellectuel, à jouer avec les ruptures de l'Anthropocène pour amener des espaces de créativité. Et puis amener une dynamique de compétitivité aussi. Parce que de fait, le milieu de la recherche, c'est un milieu compétitif. C'est la compète qui organise à un moment donné, enfin, aujourd'hui c'est comme ça que c'est organisé, la production scientifique autour de répondre à des appels d'offres, des machins, aller chercher des sous, des trucs. Et puis à un moment donné, bah, essayer de prendre le leadership aussi au niveau sur la scène internationale, sur telle thématique, en lien avec les ruptures qui sont générées par... Et donc du coup on va se dire, ah oui, d'accord, bah, en fait, ah oui, alors comment être à la hauteur des enjeux finalement en tripant en faisant de la compète? Eh bien, ça nous met à un endroit très existentiel où on n'a pas besoin de professer des bondieuseries, des machins, des trucs, où parfois c'est un peu ce qui peut se passer en milieu catho pour pouvoir renvoyer à cette composante existentielle qui va nous mobiliser ensemble dans une espèce d'aventure collective où on fait quelque chose et où on propose aussi quelque chose de tout à fait singulier ou je sais pas quoi, qui est de refonder les pratiques et la pensée éducative à l'aune des ruptures biogéophysiques qui sont les nôtres, quoi. Bon, ouais, donc tout ça, enfin, pour vous dire, bah, moi je tâtonne hein, avec les collègues, les machins et tout, mais en essayant, oui, je sais pas quoi, de mettre du mouvement ou d'être en lien à partir du feu, quoi. Mais le pire n'est pas sûr, mais apparemment, il y a une urgence. Donc, l'éducation dans l'urgence, c'est un Ouais, basculement, une rupture. Comment faire? ouais, et c'est pas possible. Et là, il faut aussi se le dire. C'est-à-dire que on est obligé de s'émanciper des temporalités de l'urgence pour penser l'éducation. Sinon, on quitte le registre de l'éducation et on est dans la lutte ou le militantisme. Et donc, il y a des endroits où, en fait, on est toujours obligé, comment dire, il y a de la rupture, mais on est obligé de mobiliser la rupture à partir d'une approche paradoxale, parce que sinon, à un moment donné, elle ne tient pas. Voilà, ou elle est stérile, en fait, cette rupture. Et si on prend les temporalités urgentistes du présent, pour penser la formation du petit homme ou du petit de femme qui naît aujourd'hui, ben on fait que dalle. Voilà. Et si on prend les temporalités où on se dit, bah, en fait, et de fait, on a des chercheurs voilà, qui nous disent, bah, les temporalités, là, la fenêtre de tir, c'est 10 ans, c'est 20 ans, après ça se délite, je sais pas quoi. Avec 10 ans, 20 ans, t'arrêtes l'éducation, on plie les gaules et puis on fait de la lutte. Voilà, bah non, il se trouve que quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, on aura besoin d'éducateurs pour faire front face à la violence et pour, quel que soit le monde dans lequel on est, pour qu'il demeure viable, habitable, hospitalier.
Donc, il y a des paradoxes qu'on est obligé de tenir, sinon on est stérile du point de vue éducatif. Si on regarde le chat, il y en a qui parlent de la fresque des climats qui sont utilisés. Il y en a aussi qui, alors attendez, euh, le jeu des 17 objectifs de développement durable. Donc, ils communiquent entre eux, d'ailleurs, pendant que vous parlez des outils pour faire des choses dans le cadre de nos cours, puisque c'est ça le présent. Oui, 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 oui. Ah bah, il y a tout un tas d'outils. L'Office for Climate Education, les Aventuriers d'Angensour, il y a tout un tas il y a Canopé qui fait tout un tas de trucs aussi vachement bien. Donc, en tout cas, oui, 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 il y a des, non, de fait, il y a des outils, hein, il y a des outils. De mon point de vue, il ne faut jamais oublier, au niveau des outils, de travailler aussi avec les parents, en fait, dans un. Alors, on va dire, attends, oui, s'il y a des enseignants là qui disent, attends, attends, t'es mine, déjà, bosser avec les élèves, c'est suffisant. Et les parents, ils nous emmerdent suffisamment pour. Donc, je comprends. Enfin, bref, c'est facile de dire des conneries, hein, bref. Mais en tout cas, il y a des espèces, il faut penser quand même, d'une façon ou d'une autre, des modes d'implication pour embarquer les parents. Il y a eu récemment un dossier de veille de l'IFE sur apprendre en anthropocène, vous étiez cité abondamment d'ailleurs, et éduquer à la biodiversité, où il y a énormément de ressources pour les enseignants, des liens, etc. Donc, C'est Anne-Françoise Gibert qui fait ça. Elle fait des ouais, dossiers hyper. voilà, c'est un très beau travail et je vais peut-être essayer de le faire passer en plus de votre liste de ressources parce qu'elle n'était pas dedans. Je crois que ça vient de sortir. Voilà. Oui. Donc, le dernier Ah, dossier. moi, j'ai pas. Ce que je vous ai envoyé, c'était la liste de mes livres. En fait, c'est pas tellement de tout un tas de ressources Oui. autres, hein. Donc, Ouais. bien sûr, il faut mettre des ressources. Voilà, donc avant qu'on l'envoie à tout le monde, je vais donner les liens pour le dossier de l'IFE parce que tout est gratuit et ça peut stimuler un peu justement l'aspect connaissance scientifique dont on est un petit peu, sur lesquels on est un peu faible, comme vous le disiez au début. On va peut-être remonter dans PISA. Mais en tout cas, moi, je me souviens quand j'avais fait ma thèse en sciences de l'éducation, je l'avais commencé en 2003, et c'est à ce moment-là où il y a eu en Allemagne, donc je faisais sur un terrain comparatif franco-allemand, et en Allemagne, c'était juste après le PISA choc. Et en fait, l'étude, enfin, en Allemagne, tous les élèves, donc j'avais rencontré des élèves, etc., fait des interviews, tous les élèves connaissaient PISA. PISA avait vraiment fait la une des journaux et ça a été un choc pour l'Allemagne que le Bildungssystem soit à ce point mauvais, etc. La France et l'Allemagne étaient à peu près au même niveau. Et puis l'Allemagne est remontée petit à petit, puis la France a baissé. Donc oui, tout ça pour dire oui, on peut remonter. Et il y a une mobilisation et un investissement aussi, voilà, politique, collectif de ces éléments-là. Avec des objectifs très clairs bah oui, de remonter. Oui, de fait, moi, je trouve que ça vaut le coup en tant que tel de se dire, bah, il faut qu'on remonte dans notre classement. Même si tout enfin, ouais. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui est, ne faut-il pas apprendre à affronter la complexité grandissante et dans l'émission éducative? Ça, c'est un gros truc, c'est que en France, on est vraiment formé à la compréhension des systèmes simples. Un système simple, quand il y a des causalités linéaires. A, ça génère B, B, ça génère C, C, ça génère D, D, ça génère E. Bon, bah, ça n'a pas de problème. Ça, on comprend tout ça, les causalités comme ça, les trucs de cause à effet. Mais A, ça génère B, et B, ça peut aussi générer F. Et il se trouve que F, il impacte sur Z, et que Z, il impacte sur A. Ah, merde. Donc en fait, dès qu'on appuie sur A, ça génère B qui génère C qui hop, et vous voyez, il y a une boucle de rétroaction. Donc en fait, il ne faut pas trop appuyer sur A, parce qu'à chaque fois, ça va générer un phénomène d'emballement. Et le phénomène d'emballement, il marche, il opère jusqu'à ce que, il y a un truc comme un élastique qu'on va pouvoir distendre, et puis à un moment donné, tac, il lâche, et puis en fait, on ne reviendra plus jamais en arrière. Les propriétés, voilà, on peut faire un petit nœud et tout, mais on ne retrouvera pas l'état initial. Et du coup, de fait, dans cette compréhension du fonctionnement des systèmes complexes, et les systèmes complexes sont aussi caractérisés par l'incertitude. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas modéliser jusqu'au bout exactement ce qui va se passer à l'issue d'un système complexe. En fait, il y a plusieurs possibilités. Voilà.
Donc oui, de comprendre le fonctionnement enfin, de comprendre la complexité, mais ça, Edgar Morin, il a dit ça vraiment très, très bien depuis, ce que je vous dis, c'est du Morin, quoi. Euh, donc oui, 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 il y a quelque chose de très important là. Il est 19h01. Ah ben, à plus. On vous Merci. remercie infiniment et je vous enverrai le chat. Comme ça, vous aurez un peu, puis Ouais, l'enregistrement, merci, merci, vous aurez merci, tout comme ça. merci Anne-Marie, et merci Nadia, vraiment, merci beaucoup. Puis merci à chacun, puis quoi qu'il arrive, enfin, bon courage à chacun, Voilà, on va affronter la rupture. dans le paradoxe en tout cas, avec une approche paradoxale pour pas tout dézinguer en tout cas. Peut-être oui, on va essayer de survivre. On va essayer d'en faire une bonne nouvelle de la rupture. Donc, Au merci revoir, Merci. bon beaucoup. ben, un de ces jours en tout cas. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Merci.